Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Vous suivez le 13h et vous faites bien. Zone économique spéciale Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Le Premier ministre est au Mali pour la signature de la déclaration de création. Amadou Gon Coulibaly a indiqué que ce projet vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Le vol inaugural d'Ethiopian Airlines Air Côte d'Ivoire est arrivé à Newark Airport aux États-Unis d'Amérique. La compagnie nationale éthiopienne proposera 3 vols par semaine entre sa base à Addis Abeba Bole, l'aéroport d'Abidjan Félix Houphouët-Boigny et celui de Newark Liberty. Et puis, c'est ce lundi que les États-Unis inaugurent leur ambassade à Jérusalem, la concrétisation de la reconnaissance officielle par les Américains de la ville sainte comme capitale d'Israël. Cette décision annoncée par Donald Trump est susceptible d'alimenter les très vives tensions déjà en cours dans la région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est au Mali depuis hier 13 mai pour prendre part à la rencontre sur le projet de création d'une zone économique spéciale Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, SKBO donc. Rencontre prévue ce 14 mai à Sikasso. Ce projet vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Amadou Gon Coulibaly procédera avec ses homologues maliens Soumaïlou Boubèye Maïga et burkinabé Paul Kabatieba à la signature de la déclaration de création de cette zone SKBO. À suivre donc dans nos prochains journaux. Amadou Gon Coulibaly est donc, je le disais, depuis hier soir dans la ville de Sikasso au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien Soumaïlou Boubèye Maïga. Notre envoyé spécial Adama Koné lui a tendu le micro à sa descente d'avion. Région frontalière de Sikasso au Mali, Bobo Dioulasso au Burkina Faso et Korogo en Côte d'Ivoire prennent date avec l'histoire pour faire de cette zone un espace économique prospère. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est arrivé à cet effet à 17h30 à Sikasso ce dimanche. Cette visite, vous le savez, intervient après une visite officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta donc en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son frère aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'ai eu l'invitation du Premier ministre Boubèye Maïga, mon frère, donc pour venir participer à un sommet qui regroupe donc, nos 3 États, que sont le Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous venons donc travailler sur la zone appelée SKBO. Il s'agit pour nous de travailler et voir comment donc, mettre en œuvre donc, des mesures donc, coordonnées, renforcer notre coopération pour le développement de cette zone qui est forte donc en potentialité, que ce soit des potentialités agricoles, des potentialités minières, donc, etc. Et donc c'est un sommet important pour le développement sous-régional, pour l'intégration sous-régionale et partant pour le développement de nos États. Les impacts du projet de la zone SKBO, entendez, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, sont clairs. Ce sommet a été précédé donc, par un festival donc, du Balafon. C'est une zone qui est liée au plan culturel par des communautés qui partagent beaucoup de choses en commun. La communauté Sénoufo, ce triangle est appelé d'ailleurs donc triangle Sénoufo. Nous appuyons donc sur ces bases culturelles. Nous pensons qu'au niveau des échanges commerciaux donc, entre les différentes régions, beaucoup de choses en seront donc facilitées. En tout cas, je vois d'immenses opportunités pour notamment créer donc, de la richesse, créer des emplois donc, pour les jeunes donc, de nos pays. Et vous savez que c'est cela l'attente principale donc, de nos populations. Le programme prévoit entre autres ce lundi la signature d'une déclaration des 3 premiers ministres maliens, burkinabés et ivoiriens matérialisant le point de départ du projet. Et loin du Mali, aux États-Unis d'Amérique, l'aéroport international de la Liberté de Newark a accueilli samedi soir le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines en provenance de l'Éthiopie via Abidjan. Il avait à son bord 242 passagers, dont 110 ayant embarqué à Abidjan. L'atterrissage de l'appareil sur le sol américain ouvre désormais la ligne directe Abidjan-New York pour une durée de vol d'environ 10 heures. Mamadou Kwasi était à bord de l'avion pour ce vol inaugural. Son reportage. Parti de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 14h57. C'est à 0h48, soit 20h48 en heure locale, que le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport de Newark aux États-Unis d'Amérique.
soit environ 10 heures de vol, avec à son bord 242 passagers dont 110 embarqués depuis Abidjan. Un atterrissage arrosé par les autorités américaines qui accueillent pour la première fois un vol commercial en provenance d'Abidjan. Parmi ces passagers à bord de ce vol inaugural Abidjan-New York, 3 membres du gouvernement, des chefs d'entreprise et des anonymes, des passagers ordinaires qui découvrent la nouvelle ligne Abidjan-New York. On a le visa sur les États-Unis, ça fait 5 ans. Il se périme dans quelques mois et vu que le trajet est long, mon mari qui a un peu la phobie des avions ne voulait pas prendre des longs vols. Et quand il y a eu ce vol du direct qui a été proposé, on s'est dit ok, c'est la bonne occasion pour enfin aller découvrir les États-Unis. Parce que c'est court en fait. Personnellement, ça fait 30 ans que j'attendais ça. Et vraiment, je vis avec beaucoup de joie ce voyage. J'espère que ça va continuer et puis les autres vies seront desservies aussi. Aux États-Unis, nous avons une forte diaspora ivoirienne. Et il fallait partir à Paris avant de se rendre à New York ou bien à Washington. Avec ce vol dorénavant, je n'aurai que 10 heures de vol à faire. Ces passagers apprécient bien le coût de la ligne, qui est de 470 000 francs CFA en aller-retour. Pour l'instant, ça se déroule bien. On a peut-être déjà le quart ou le tiers du trajet. Et à ce stade-là, je pense que c'est une bonne expérience. On attend d'arriver à destination pour s'assurer que tout s'est bien passé. Et puis, les prix me paraissent, pour l'expérience que j'ai, les prix me paraissent les plus bas abordables par rapport aux autres compagnies pour l'instant. Par le passé, je passais par le Maroc, par la Turquie ou par la France. Et je trouvais que vraiment c'était vraiment long. Le billet de moi et ma fille a coûté environ 800 et quelques mille, comme ça. Alors que d'habitude, ça peut aller jusqu'à 1,5 million, 1,4 million. Avant, je voyageais, je partais à New York, mais c'était un très long détour. Et ça ne faisait pas économiser. Aujourd'hui, avec cette opportunité d'avoir le vol direct Abidjan-New York, non seulement on gagne en temps et on gagne en économie. Les passagers à bord de ce vol inaugural ont eu droit à une coupure de gâteau en plein vol, en présence des autorités éthiopiennes venues découvrir également cette nouvelle ligne. Au départ d'Abidjan, toutes les formalités ont été respectées pour chacun des passagers. Membres du gouvernement, autorités aéroportuaires, tous ont été soumis au contrôle et règles sécuritaires de l'aviation avant de recevoir des cadeaux de la compagnie éthiopienne. La réalisation de ce vol direct entre Abidjan et New York vient répondre aux attentes de plusieurs départements ministériels. Le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé avec le ministre du Budget de travailler sur une nouvelle politique de voyage pour économiser au maximum. Bien entendu, avec les coûts pratiqués par Ethiopian, tous les voyages officiels, normalement, devront se faire, en tout cas à moindre coût. Donc nous allons y travailler. Événement pour notre secteur touristique qui vient pour amplifier l'élan et ouvrir la Côte d'Ivoire à des horizons divers. Au regard du fait que le tourisme mémorial reste pour premier marché émetteur, le marché des États-Unis par excellence, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que l'ouverture du ciel ivoirien entre les États-Unis et ce qui vient amoindrir les coûts de billets ferait qu'amplifier notre élan et renforcer davantage notre politique au niveau gouvernemental. Les officiels ont eu droit à l'arrivée à une cérémonie d'accueil organisée par les autorités américaines et les responsables de la compagnie éthiopienne. Une façon de souhaiter la bienvenue à la ville d'Abidjan, à la longue liste des grandes villes et capitales affichées dans l'aéroport de New York. Ici en Côte d'Ivoire, l'ANARE aussi a pris son envol. L'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité est désormais une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs renforcés. Il s'agit entre autres de la prise de décision dans le règlement des litiges entre les opérateurs et les consommateurs de l'électricité. Un nouveau conseil de régulation a été mis sur pied pour assurer son effectivité et ses membres ont prêté serment la semaine dernière. Nos reporters Salimatou Dia et Franck Quadio étaient présents. Société d'État depuis 1998, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARE, est à présent un organe indépendant. Ses pouvoirs et attributions sont aussi renforcés. Outre la médiation, l'organe régulateur peut désormais trancher dans les litiges opposant opérateurs et consommateurs, mais également infliger des sanctions en cas de non-respect des lois.
Des changements voulus par l'État que le nouveau Conseil de régulation de l'ANARE Côte d'Ivoire prétend serment devra faire appliquer. Nous voulons rassurer les populations et tous les consommateurs, tous les opérateurs. Le client qui a des difficultés avec la CIE n'a pas trouvé solution amiable, le consommateur va saisir l'ANARE. Nous allons très bientôt donner les procédures. Sur le coût de l'électricité et d'accès au réseau, l'ANARE Côte d'Ivoire est également chargée de proposer à l'État des tarifs de vente. Le PAFSA, c'est le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Un programme promu par la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. L'instance a procédé samedi dernier au lancement des travaux de construction du marché de gros de vivriers de Toumoudi, un marché qui va générer plus de 300 emplois directs. Coût de l'ouvrage, 2,5 milliards de francs CFA. La FENASCOVICI a eu le soutien des cadres de la région du Bélier, avec à leur tête la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Godo-Kofi. Léon Brou de la station régionale RTI Boaké. Voici l'acte qui lance les travaux de construction du marché de gros de vivriers pour la région du Bélier. 24 mois pour que s'ouvre ici une unité de transformation de manioc et de conditionnement d'autres produits, un magasin de stockage, 16 points de vente, des bureaux, une infirmerie, une banque. 2,5 milliards de francs CFA pour créer les conditions d'hygiène et de sécurité de commercialisation du vivrier. Quand on a fini de vendre, l'argent est attaché au bout de nos pains et quand on arrive à la maison, il y a un problème. Même si c'était 20 000, tout est parti. Maintenant, avec ce programme, il y a une banque. Même si tu as vendu 60 000 francs, tes 60 000 francs là, les 56 000 seront sur ton compte. Et tu vas seulement avec 4 000 francs à la maison. Ce marché de gros, donc pour aider à l'autonomisation de la femme et révolutionner l'agriculture en vue de la sécurité alimentaire dans le Bélier. Voilà qui motive le soutien des cadres de la région, le président du conseil régional, l'ex-ministre Rémi Alakwadio et la ministre de la Santé. Avec la croissance démographique et notre planète Terre qui n'est pas extensible à souhait, tôt ou tard, c'est ceux qui vont détenir la nourriture qui vont commander le monde. Voilà pourquoi le secteur de l'alimentation est un secteur stratégique. C'est à moi, en ma qualité de ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, qu'il revient de faire la promotion d'une alimentation saine à travers le volet de la nutrition. Je me félicite donc que ce programme de la FENASCOVICI s'étende à tout le Bélier, afin que nos sœurs demeurent solidaires et que la région demeure forte. 3 000 emplois directs générés par le marché de gros de vivriers de Toumoudi, le 12e sur la cinquantaine de plateformes à implanter dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire. Dans le cadre du projet de relance de la recherche cotonnière, le Centre national de recherche agronomique est dans la dynamique de mettre au point de nouvelles variétés de coton. Les 2 premières variétés mises au point par le centre ont été remises à Boaké par la FIRCA à 3 sociétés cotonnières. Elles sont chargées de la multiplication des semences dans les zones favorables pour l'ensemble des producteurs du pays. Le témoignage de Kwadio Kwame, RTI Boaké. Développé par le Centre national de recherche agronomique CNRA, avec l'implication du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, ces variétés de semences sont indiquées par les chercheurs comme étant performantes et résistantes aux maladies qui se développent sur le cotonnier dans les zones de production ivoirienne. Reste maintenant à la filière de s'organiser pour la multiplication. Ces résultats que nous venons de donner avec la remise de ces semences est vraiment le clou de toute cette recherche que nous faisons au niveau de l'agriculture. D'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet de recherche de la recherche cotonnière PRRC a été cofinancé par l'Union européenne et l'État ivoirien pour l'amélioration du revenu du producteur. Cette recherche vient à point nommé pour rendre compétitifs nos paysans sur le plan du revenu. Les producteurs promettent faire
Bon usage de ces semences en vue de relever le niveau de la production. Il est important que nous sachions tous qu'il faut rester connectés avec la recherche pour pouvoir anticiper ou relever les défis futurs. Le processus de multiplication débutera au cours de la campagne 2018-2019 et aboutira au terme de la campagne 2019-2020 à la mise de ces variétés de semences à la disposition de l'ensemble des producteurs de coton. Du côté de Bouna, l'on a eu droit à une parade de majorette, au défilé de 2 sections des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, à plusieurs danses et à une série de distinctions de personnalités amies de la nature. Tout avait été en tout cas mis en œuvre par l'OIPR pour donner au cinquantenaire du parc national de la Comoé un cachet solennel et festif. La cérémonie était placée sous le parrainage de Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, et de la présidence de Anne Désiré Oloto, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Nous y reviendrons dans l'une de nos prochaines éditions. Après avoir mené en 2017 une étude de diagnostic des besoins en renforcement des capacités, le secrétariat national au renforcement des capacités est à l'étape de présentation. Epiphane Zorobibalo, le premier responsable de l'instance rattachée à la primature, a rencontré la Direction générale de la décentralisation et du développement local. L'objectif était d'apprécier ensemble les différentes conclusions de cette étude et dégager les perspectives d'un programme précis pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Le compte-rendu de Franck Quadio. Les domaines de compétences transférés par l'État, la mise en œuvre du PND 2016 à 2020, l'accroissement des ressources et la politique de développement environnemental, c'est en substance le contenu de l'évaluation menée d'octobre à décembre 2017 par le secrétariat national au renforcement des capacités auprès de 8 collectivités pilotes, une mission d'évaluation dont les résultats ont été présentés à la Direction générale du développement local. Nous avons depuis 2013, nous avons de nouvelles entités que sont les régions. Les dispositifs légaux ne sont pas toujours adaptés à cette nouvelle configuration. Donc il faut adapter, il faut donc réformer l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire. Et l'autre aspect important, c'est les capacités humaines. Vous savez que la plupart des élus locaux sont avant tout des acteurs politiques. De ces acteurs politiques, il faut en faire des acteurs de développement et un développement qui soit inclusif, qui soit participatif. Donc c'est, disons, les grandes lignes de la conclusion de l'étude diagnostique. Une étude qui révèle aussi que sur 16 domaines de compétences transférés par l'État, seuls 5 sont vraiment mis en œuvre par les collectivités. Ce sont la santé, l'éducation, la communication, l'assainissement et la salubrité. Certains, comme l'aménagement du territoire et la promotion de la famille et la jeunesse, étant négligés, sans oublier l'absence de plans locaux de développement. La rencontre a donc été pour les experts de la décentralisation d'apprécier les résultats pour une meilleure mise en œuvre. Et au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre des élections locales, avant le 31 décembre 2018, il était nécessaire, en collaboration avec le secrétariat national de renforcement de capacité, bien que cette étude soit menée en vue de déceler les dysfonctionnements et voir un peu là où il faut apporter des améliorations. Prochaine étape, rencontrer les fêtières, les mairies, l'UVICOSI et les régions, la RDCI, avant la validation par la tutelle, la primature. La démarche a pour toutes les parties prenantes consacré l'année 2018 à la formulation du programme avant de passer de façon plus aisée à la mise en œuvre effective du programme de renforcement des capacités des collectivités territoriales. Le PGDEC vole au secours des jeunes de la région du Boclé. Environ 800 d'entre eux bénéficieront très prochainement de la première phase de financement pour des projets allant de 500 000 à plus d'1 million de francs CFA grâce à un financement de la Banque mondiale. Comment va être fait le choix des projets qui méritent financement et surtout, comment va se faire ce financement? Élément de réponse dans ce document signé Sam Conan. Assa Sandra, tout comme Bilem Mamadi et Diati Kwadio, tous deux exerçant dans le petit commerce, les jeunes veulent se prendre en charge. Mais faute des moyens financiers, ils se débrouillent comme ils peuvent. Voilà, si j'ai eu au moins 3 millions, sincèrement, je vais agrandir la caisse et les poulets seront nombreux dedans. Voilà, pour qu'ils puissent bien vendre. Et puis les retombées vont être beaucoup.
Avant, j'ai commencé le commerce avec 100 000, mais j'aimerais augmenter mon commerce. Au moins si je trouvais une somme de 500 000 pour agrandir plus le commerce. C'est donc pour les aider que le gouvernement vient de lancer ici le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, en abrégé PGDEC. Notre travail, c'est de faire des lobbying auprès de toutes les autorités, que ce soit nationales ou internationales, à l'effet d'avoir des projets pour le mieux-être de nous et de notre jeunesse. Et pourtant, le projet semble ne pas être bien connu ici. PGDEC, non, je ne connais pas. Je viens chercher du poisson ici pour envoyer ça à Gagnoa, pour me débrouiller avec ça. PGDEC, non. Non, je n'ai jamais entendu parler de PGDEC. En tout cas, le PGDEC a déjà enregistré 780 jeunes avec divers projets dans le Boclet pour un montant global de 648 millions de francs CFA. Mon projet s'appelle Awawa. Awawa, ça veut dire nous nous aimons. Nous voulons fabriquer uniquement de la tchéké et puis le gari. Parce que le gari, c'est quelque chose qui ne périt pas. On peut le servir, faire de la tchéké et la koumé aussi, et gari sissi. Le préfet de région Koulibaly Lamine, qui a présidé la cérémonie de lancement du projet, a prodigué quelques conseils aux souscripteurs. Les jeunes qui viennent de bénéficier de ce projet doivent se comporter de la meilleure manière. Et qu'est-ce que cela veut dire? Accepter de recevoir une bonne formation, pratiquer très bien leur profession, dégager des bénéfices, rembourser les prêts, faire des économies, faire des investissements pour se réaliser eux-mêmes. Les 780 jeunes vont bénéficier d'une formation avant tout financement de projet. À terme, le nombre de souscripteurs va doubler et le PGDEC va prendre fin dans le Boclet au 31 mai 2019. Reportage signé Sam Konan. À Boundiali, un centre islamique verra le jour dans quelques mois. Maria Tokone, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, a procédé la semaine dernière à la pose de la première pierre du centre, qui est un don d'une ONG saoudienne. On retrouve Kader Sogodogo. Tombougou et Samoroso sont deux villages communaux situés à 3 km au nord de Boundiali. La cohésion entre les deux villages est entachée depuis belle lurette par de nombreuses querelles, une situation qui agit négativement sur leur développement. Si il y a une chose qui unit ces frères ennemis, c'est sûrement la religion. Cette vision commune est exploitée par la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Tokone, pour mettre fin aux querelles. Ainsi donc, un centre islamique pour les unir verra le jour. Ces deux villages distants d'à peine 500 mètres sont deux villages qui passent le temps à faire des histoires. Et au point que aucun des deux villages n'a des infrastructures. Vous voyez, pour deux petits villages comme ça, il y en a un qui... Chaque village essaye d'implanter ce qu'il peut. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'union pour les mettre ensemble. Comme c'est quand même l'islam qui les rassemble et il y a un seul Dieu, nous avons pu obtenir la construction d'une grande mosquée, d'une école coranique, d'un logement d'imam et d'un logement de muezzin sur un site consensuel. Le centre islamique de Tombougou Samoroso est un don de l'ONG Makta Tahoundine. Un émissaire saoudien a fait le déplacement pour la pose de la première pierre. La connaissance maîtrise l'homme, ça lui donne aussi une meilleure éducation, beaucoup de réussite aussi. C'est pour mettre aussi la paix entre les deux villages aussi. Dans 7 mois, le temps des travaux, tous espèrent voir les deux villages prier ensemble. Ce sera certainement le début d'une cohabitation pacifique. Venons-en maintenant à la 3e édition du LF Festival d'Adiaké, une course de pirogue placée sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'événement, vous allez le voir, a réuni du beau monde, dont le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Benson Piraka de RTI Sport. C'est un Jeannot Ahoussou-Kouadio particulièrement heureux de communier avec ses frères d'Adiaké, qui a présidé la cérémonie de clôture du LF Festival 2018. C'est vrai que l'accueil des populations d'Adiaké a été des plus chaleureux. Adiaké a été la porte d'ouverture
des populations du centre vers l'extérieur. À l'époque, à notre enfance, on chantait la ville d'Adiaké comme si on chantait Paris pour les Baoulés. Donc nous sommes venus pour revisiter l'histoire. C'est pour cela que je voudrais adresser mes salutations fraternelles à nos frères et sœurs de la grande et belle région du Sud Comoué qui nous accueille ces jours. LF Festival, créé il y a 2 ans par le conseil municipal d'Adiaké, est une occasion de promotion de la ville et de la région. Ses courses de pirogues, sa richesse culinaire, sa diversité de population, ses attraits touristiques. Le festival d'Adiaké repose essentiellement sur une activité sportive, la course des pirogues. L'objectif étant de promouvoir les métiers de la pêche, créer une saine émulation tout en favorisant la cohésion sociale. Chemin faisant, nous voulons vulgariser et promouvoir le sport nautique dans la région et le département. Le président du Sénat, qui était accompagné du ministre Adama Togo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au patron de la manifestation, a donné le coup d'envoi de la finale des courses de pirogue. Le grand vainqueur a été l'équipe Les Anges du Petit Marché. Le lauréat a empoché 3 millions de francs CFA, ainsi que différents lots de partenaires. Au total, plus de 7 millions de francs CFA ont été distribués. La Côte d'Ivoire attend avec ferveur la 4e édition du LF Festival en 2019. Prochaine édition que nous ne manquerons sous aucun prétexte. D'ici là, c'est au Sénégal que je vous amène. Sénégal où en prélude à la Biennale d'art contemporain de Dakar, 20 journalistes culturels appartenant au réseau des journalistes du programme de développement culturel de l'UEMOA ont été formés en critique d'art. C'était du 23 au 27 avril dernier. L'objectif était qu'à l'issue de cette formation, ces journalistes soient en mesure de prospecter, analyser et parfaitement rédiger l'information culturelle portant sur les arts visuels et bien d'autres. Issa Chonanyeo, de retour de Dakar. Le contexte et l'espace de création d'une œuvre, la description, l'interprétation et la présentation de l'artiste sont autant des référents importants dans la critique d'art. 20 journalistes appartenant au réseau des journalistes culturels de l'Union monétaire ouest-africaine, RJPDC, UEMOA, s'outillent sur la question à Dakar, une initiative de l'UEMOA qui vise à aider les journalistes culturels à donner plus de dynamisme dans l'espace monétaire des 8 pays membres. Au-delà de montrer nos expressions culturelles de manière brute, il faudrait un peu plus mettre les projecteurs sur quand même ce que ça donne comme richesse. Dans cette politique, parmi les parties prenantes ont été clairement identifiées les populations, parce que, in fine, les retombées vont aux populations. Le critique d'art doit être cultivé et doit participer régulièrement aux expositions. L'intérêt de ce type d'atelier, c'est qu'on déroule des protocoles. On dit un peu, voilà les différents éléments qui sont constitutifs d'une critique bien informée. Et puis, on donne aussi un fond théorique en matière d'histoire de l'art. Tout en saluant l'initiative de l'UEMOA, les apprenants s'engagent à jouer pleinement leur partition de la promotion des arts visuels dans l'espace monétaire. On n'a pas toujours le temps de faire de la critique dans les médias. On se contente du reportage, du compte-rendu. Donc c'est un plus cette formation-là. Avoir le regard de formateurs africains vivant les mêmes réalités que nous, partager ça avec des collègues de 8 pays de l'espace UEMOA, c'est toujours un plus qui est non négligeable. Une visite de plusieurs galeries et des expositions de la capitale sénégalaise ont permis aux journalistes de nouer des échanges avec des artistes. Cette formation s'est tenue en prélude à la Biennale de l'art contemporain de Dakar. C'est ce lundi 14 mai que les États-Unis inaugurent leur ambassade à Jérusalem, la concrétisation de la reconnaissance officielle par les Américains de la ville sainte comme capitale d'Israël. Cette décision, annoncée par Donald Trump le 6 décembre dernier, suscite la réprobation de la communauté internationale et est susceptible d'alimenter les très vives tensions déjà en cours dans la région. Le président américain a décidé de mettre en œuvre une loi votée en 1995 par le Congrès, mais dont l'application avait été toujours
toujours repoussé par ses prédécesseurs pour ne pas mettre en péril le processus de paix israélo-palestinien. Et voilà, c'est sur ces images que l'on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Je serai encore chez vous demain à 13h. Bonne suite des programmes sur la chaîne Pirasa.